Rapatriement mercredi au Zimbabwe de la dépouille de l'ex-président, les obsèques nationales de Robert Mugabe doivent réunir nombre de dirigeants d'Afrique et d'ailleurs. Ils sont désormais prêts à mettre en œuvre l'accord de paix signé en 2018. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont réaffirmé mercredi leur engagement pour un gouvernement transitoire. Déjà 57 morts et plus de 130 000 sinistrés. Les inondations qui affectent le Niger et le nord désertique sont dévastatrices depuis le début de la saison des pluies en juin. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Rapatriement mercredi au Zimbabwe de la dépouille de l'ex-président. Les obsèques nationales de Robert Mugabe doivent réunir nombre de dirigeants, aussi bien d'Afrique que venus du monde entier. Reportage. En provenance de Singapour, l'avion spécial transportant le corps du défunt chef de l'État s'est posé dans l'après-midi à l'aéroport d'Harare qui porte son nom. L'appareil s'est arrêté face à une garde militaire d'honneur et une tribune officielle où avait pris place, entre autres, son successeur Emmerson Mnangagwa, paré de sa traditionnelle écharpe aux couleurs du Zimbabwe. Une foule de plusieurs milliers de personnes a assisté au retour du corps de l'ancien président. Le héros de l'indépendance de l'ancienne colonie britannique s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans. Avec l'héritage très controversé de ses 37 années de règne absolu, il a laissé derrière lui un pays meurtri par la répression et ruiné par une interminable crise économique et financière. À la tête du Zimbabwe depuis 1980, le camarade Bob, ainsi que le désignaient les membres de son parti, a été écarté du pouvoir fin 2017 par un coup de force de l'armée qui a installé son ancien vice-président Emmerson dans son fauteuil. Le cercueil de l'ancien chef de l'État, recouvert du drapeau zimbabwéen, est ensuite transporté par un véhicule de commandement militaire jusqu'à la fameuse résidence du Toit Bleu pour un premier hommage public. Sa dépouille doit ce jeudi être exposée au stade Rufaro dans la banlieue de Harare pour permettre à la population de tout le pays de rendre hommage à l'illustre héros de la guerre de libération. C'est dans ce même stade que Robert Mugabe avait, le 18 avril 1980, pris les rênes de l'ancienne Rhodésie sous domination britannique des mains de son ancien dirigeant blanc, Ian Smith. Il avait alors dévoilé un nouveau drapeau du Zimbabwe et allumé symboliquement une flamme de l'indépendance. Les funérailles officielles auront lieu samedi dans le Stade national des sports de Harare, qui peut accueillir 60 000 personnes. Ils sont désormais prêts à mettre en œuvre l'accord de paix signé en 2018. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont réaffirmé mercredi leur engagement. La formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale sera une effectivité à la mi-novembre 2019. Reportage. La rencontre des deux hommes à Juba semble avoir porté des fruits. D'après le ministre sud-soudanais de l'Information, Salva Kiir et Riek Machar ont convenu d'établir le gouvernement d'union nationale dans les temps, soit le 12 novembre. Les deux hommes ont également accepté de se revoir très prochainement. En effet, la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale est un point clé de l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba, qui prévoit notamment la nomination de Machar au poste de premier vice-président. Ce gouvernement devrait initialement être formé en mai. Mais Machar, inquiet des conditions de sécurité s'il était rentré à Juba, avait obtenu un délai de 6 mois supplémentaires. Vivant en exil à Khartoum depuis l'échec d'un précédent accord de paix qui avait entraîné d'intenses affrontements entre leurs forces, il est arrivé lundi à Juba pour sa première visite en un an dans la capitale pour tenter de s'accorder avec Salva Kiir sur la manière de faire avancer le processus de paix. Les 60 leaders se sont accordés sur un certain nombre de questions, touchant notamment aux arrangements sécuritaires et à l'inclusion de l'accord de paix dans la constitution provisoire. L'accord de paix a entraîné une forte baisse des combats, notamment dans la région de l'Équateur central où opèrent les groupes rebelles non signataires. Déjà 57 morts et plus de 130 000 sinistrés. Les inondations qui affectent le Niger et le nord désertique sont dévastatrices depuis le début de la saison des pluies, depuis le mois de juin.
Le dernier bilan du gouvernement nigérien est accablant. La situation des inondations à la date du 10 septembre était de 57 morts et 132 528 personnes sinistrées, soit 16 093 ménages. En outre, les eaux ont détruit 12 241 maisons, décimé 851 têtes de bétail et englouti plus de 2 251 hectares de culture, déplore le gouvernement. La capitale Niamey est particulièrement touchée cette année par une crue exceptionnelle du Niger qui a déjà fait un total de 6 310 personnes sinistrées. Les régions de Maradi au sud-est et de Zender au centre-sud sont les plus durement affectées avec respectivement 25 040 et 39 060 sinistrés. La région de Dosso au sud-ouest, très humide, a enregistré 11 231 sinistrés. Le nord désertique du pays a été inhabituellement affecté. 18 255 sinistrés ont été répertoriés dans la région d'Agadez. Un précédent bilan publié le 2 septembre par le ministre nigérien chargé de l'action humanitaire faisait état de 42 morts et 70 000 sinistrés, dont plus de 2 000 à Niamey. Mais depuis, la situation s'est aggravée. La saison des pluies bat son plein au Niger. En dépit de la courte durée de cette saison qui dure au plus 3 mois et de la faiblesse de ses précipitations, ce pays fait face depuis quelques années à des inondations, y compris dans les zones désertiques du Nord. Un paradoxe dans cet état très sec où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse. À Cotonou, capitale économique du Bénin et plus précisément à Koulakodi, un de ses plus anciens quartiers, il ne reste sur place que des tas de gravats, des habits, ustensiles de cuisine et quelques papyrus sous les décombres plus d'une semaine après le passage de bulldozers. La démolition des baraques sur la plage de Koulakodi rentre dans le cadre d'un projet de déguerpissement voulu par le président béninois Patrice Talon. La démolition des baraques sur la plage de Koulakodi, décidée par le préfet du littoral, a fait des milliers de sans-abri. Les habitants qui n'avaient pas de titre de propriété ont assisté impuissants au spectacle de démolition de leur logement, touchant selon eux environ 120 foyers. Ils sont pour le moment condamnés à dormir dans des salles de classe d'école, exposés aux intempéries, en attendant une amélioration de leur situation. Colette Nyakadia, élue locale de Koulakodi, toujours sous le choc, ne cache pas sa colère. Selon elle, il n'a jamais été question de toucher les habitations lors des réunions qui ont précédé les casses. Nos ancêtres, les premiers occupants de cette terre, que ce soit ici, en bordure de mer ou dans la brousse, ne l'ont pas acheté. Pourquoi, quand il s'agit des peuples rois qui vivent au bord de la mer, on dit qu'ils sont sur des domaines publics? À cause de la destruction de nos maisons, nous n'avons nulle part où dormir. Mes enfants, petits-enfants et moi dormons dans les côtes d'à côté. Mes affaires sont perdues et je voudrais que l'État trouve une solution. Cette opération de démolition entre dans le cadre d'un projet de déguerpissement préalable au développement urbain voulu par le président béninois Patrice Talon. La Fédération des habitants de zone de Todi-Bidonville, un mouvement de pauvres urbains luttant pour la dignité et le développement en Afrique de l'Ouest, a vivement condamné le manque de solutions de relogement et de notification préalable de la part des autorités. Sans les reloger, donc si vous devez déguerpir une communauté dans laquelle abrite plus de 100 familles, alors vous devez penser au plan de relogement. Donc actuellement, ce que nous constatons ici, le gouvernement ne s'est pas encore manifesté. Nous ne savons pas si ces personnes qui ont été déguerpies vont être relogées ou nous ne savons pas comment ça va se passer. Selon des analystes, cette nouvelle opération de démolition et d'expulsion est dangereuse pour l'équilibre social de Cotonou. Le peuple Hloar, qui a donné son nom au quartier, s'y est installé depuis plus de 100 ans. Ils étaient parmi les premiers habitants de la capitale économique du Bénin, qui compte désormais quelques 1,2 million d'habitants.
La ville de Kinshasa a accueilli le week-end écoulé la 5e édition du Forum international des affaires dénommé Makutano. Ce forum des rencontres et d'échanges panafricains s'est penché sur des leviers innovants de croissance pour la République démocratique du Congo et de l'Afrique. L'idée de ce rendez-vous d'affaires est de sortir des sentiers battus et d'identifier des axes novateurs adaptés à l'écosystème économique, géographique et culturel de la RDC. Pour la 5e édition, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert le forum qui a connu la participation de plus de 500 personnalités influentes d'Afrique et du monde des affaires. Parmi elles, le président nigérien Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Ghana John Dramani Mahama et celle du Libéria Ellen Johnson Sirleaf. À leur côté était également présent le footballeur Samuel Eto'o. La RDC définit actuellement un modèle de développement économique sur lequel elle souhaite s'engager dans les années à venir. Le forum a proposé un modèle propre pour le pays afin de développer l'avantage comparatif et concurrentiel au niveau sous-régional, continental et mondial. À cette occasion, le président Tshisekedi a exprimé le vœu de limiter les tracasseries de tout genre dont les entreprises font face en RDC. Certaines mesures seraient en cours d'examen pour y améliorer le climat des affaires. Je voudrais rassurer le monde des affaires que j'ai commencé à prendre un train de mesures pour éviter les tracasseries de tous ordres, dont les entreprises font l'objet de la part de certains services de l'État. Je veillerai personnellement à ce que toutes les convocations intempestives dont font l'objet les opérateurs économiques puissent cesser et que seules celles qui sont légales et régulières soient autorisées. Les discours des chefs d'entreprise, des investisseurs va changer parce que les pays africains seront vus autrement. Je prends l'exemple de la RDC qui, pour moi, est un pays minier. Quand on pose la question, c'est quelle est l'économie de la RDC? On dira que l'économie de la RDC est une économie minière. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres, on a entendu parler pendant ces 2 jours beaucoup d'agriculture. Donc pour un homme d'affaires, pour un entrepreneur, pour un investisseur qui voyait par exemple la RDC comme un pays saturé sur le plan minier, vient de découvrir d'autres potentialités qui est l'agriculture. La RDC a reculé de 2 places dans le rapport Doing Business 2019 par rapport à 2018 et reste parmi les 7 derniers pays au monde. Une mauvaise posture due aux pesanteurs politiques et à la corruption. Les effets de vastes feux de forêt sur les îles de Sumatra et Bornéo ne se limitent pas à l'Indonésie. La Malaisie a accentué mercredi la pression sur son voisin car les feux ont provoqué des nuages de fumée affectant plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. De vastes zones de forêt défrichées sont en flammes sur l'île de Sumatra en Indonésie et celle de Bornéo partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei. Le drame mobilise des milliers de pompiers après des feux souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés avant une exploitation agricole. Un phénomène aussi observé au Brésil. Le ministre malaisien de l'Environnement a fait part de ses inquiétudes sur l'impact des fumées toxiques et offert de l'aide à Jakarta pour combattre les feux au cours d'une réunion avec des responsables indonésiens. Un responsable de l'État malaisien, Sarawak, situé sur l'île de Bornéo, a réclamé que l'Indonésie fournisse des masques et des équipements médicaux à ses voisins de Malaisie qui sont affectés par la pollution. Dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, la qualité de l'air a empiré, atteignant des niveaux néfastes pour la santé, tandis que quelques 400 écoles sont restées fermées dans la région malaisienne de Bornéo. Malgré ces pressions, le ministère de l'Environnement et l'agence météorologique indonésienne ont maintenu mercredi que les fumées étaient surtout provoquées par des feux en Malaisie. Mais selon les chiffres du Centre météorologique de l'ASEAN, cités comme référence par les autorités malaisiennes, il y avait mardi 861 points chauds sur le territoire indonésien et seulement 7 sur le territoire malaisien.
Jakarta a déployé des milliers de personnes supplémentaires pour combattre les incendies ces derniers mois, souhaitant éviter la situation de 2015 où les pires incendies en 2 décennies avaient étouffé la région dans un nuage de fumée géant et provoqué une crise grave diplomatique entre les pays voisins. Sachez cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.